Alors aujourd'hui, on a quand même la chance de recevoir quelqu'un qui a disputé quand même 82 matchs du côté du Stade Brestois, essentiellement, voire exclusivement poste de latéral gauche, 9 passes décisives et un but, puis surtout une montée avec le club brestois et forcément des souvenirs plein la tête pour les supporters. Donc, vous l'avez deviné, on a aujourd'hui la chance de recevoir Quentin Bernard, qui évolue actuellement de la GOCR. Quentin, bonjour. Salut Yann, salut Quentin. Salut à toi. On te remercie chaleureusement de nous avoir donné un peu de ton temps pour meubler cette trêve. Alors, on va replacer historiquement. Tu signes au Stade Brestois 29 en décembre 2016, janvier 2017. À l'époque, les supporters brestois ne connaissent au final que le latéral gauche. Puis au final, avec le temps, on a quand même eu la chance de découvrir plusieurs de tes autres facettes. Évidemment, le chambreur né, le passionné de football, l'amateur de Rome arrangé sur la fin, et même, assez improbable, le danseur de salsa. Après 3 ans, le meilleur moyen de résumer ton aventure à Brest, ça serait pas de dire qu'au final, en 3 ans, t'es vraiment devenu un Tisef, un pur beurre, un vrai? Euh, c'est compliqué de dire ça parce que vous êtes différents, vous les Bretons, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que en arrivant au mois de décembre 2016, je pensais pas que ces 3 ans-là allaient changer ma vie. Bah justement, je pense que tu dois savoir un peu d'où tient certaines nos informations, mais si je parle justement au Brestois d'adoption que tu es, alors si je te parle du tournoi de Plougonvelin, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? On commence fort déjà. Euh, non, ben forcément, le tournoi de Plougonvelin, ça a été un grand moment, une belle journée. De toute façon, souvent de fois dans les bons coups, il y a Brendan Chardonnay. Donc forcément, On précise que tu ne l'as pas joué, hein. Voilà, non, je ne l'ai pas joué. Justement, c'était encore mieux parce que on était spectateurs et supporters on a pas mal enquillé, pas de but, mais de bière ce jour-là et j'ai eu la chance d'éviter le cachet de la poste en fin de journée parce que je pense que ma femme m'aurait quitté et puis j'en serais surtout certainement pas sorti vivant donc ça a été une grande et belle journée mais comme j'en ai vécu énormément là-bas mais c'est vrai que celle-ci est à rester celle-ci est dans le top 5. lors de la majorité des interviews que tu as pu donner ces dernières années, que ce soit pour voilà de la télé, BeIN ou des médias papier, ça tourne régulièrement autour de ton personnage, un peu alors voilà, c'est pas négatif, mais un peu animateur de colo. Est-ce que c'est pas un peu gonflant d'être réduit à ça? Il y en a qui verront que le négatif. Après, moi, tu parles de personnage. En fait, moi, c'est moi, hein. Je suis dans la vie de tous les jours comme je suis au foot. Le Quentin à la maison avec mon fils et ma femme est certainement un peu plus calme, mais sinon, j'ai une phrase qui me revient en tête et que je rabâche souvent aux copains, c'est que pour moi, une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Voilà, je base ma vie là-dessus. Il y a tellement de déconvenus dans le monde actuel que je profite de chaque instant et j'essaie de vivre à fond ma passion. J'ai une chance inouïe, c'est de faire un métier qui est ma passion depuis que je suis gamin. J'essaie de bouffer chaque instant avec le plus de plaisir et puis sans filtre parce que avec des filtres, ce serait pas moi. Personnalité aurait peut-être pu être le mot le plus adapté plutôt que personnage. Ouais, c'est ça, c'est complètement ma personnalité. Je pense que en prenant la vie du bon côté, de bonne humeur et avec joie, on aura toujours beaucoup plus de moments sympas que en étant aigri et c'est ma façon de vivre. Justement, tu évoquais ta passion, donc le football, c'est une passion qui aujourd'hui t'amène à la JOCR, ce qui est pour un ancien Brestois assez original en 2020, t'en conviendras. Euh, on va peut-être, avant d'évoquer le parcours dans le Rade de Brest, on va évoquer ce qui se passe du côté d'Auxerre. Bien sûr. Pour l'instant, Auxerre, si je me trompe pas, est 6ème après une jolie victoire face à Amiens. C'est un bon début, vous n'êtes pas loin des barrages. Tu la sens comment cette saison, toi? Tu te dis qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté d'Auxerre? J'espère que c'est la deuxième saison. Comme vous savez, j'ai suivi un coach particulier ici et la première saison a été une saison d'adaptation. Pour moi, sur le plan sportif, ça a été
une saison très moyenne, voire compliquée. Comme tu le répètes si bien, de passer de la Bretagne où tous les feux sont verts à arriver en Bourgogne où le club entre guillemets galère depuis 10 ans et je sais pas la vie autour du club était beaucoup plus délicate et également moi je différencie jamais les deux mais pour moi les deux vont ensemble la vie de footballeur et la vie en tant qu'homme les deux sont liés et en arrivant ici ça a été plus compliqué parce que on va pas se mentir le Bourguignon est un petit peu moins accueillant que le Breton. C'est à propos, pardon, des matchs à huis clos, puisqu'il y en a de temps en temps et de plus en plus, malheureusement, actuellement. Est-ce que ça change vraiment le rapport de force entre les deux équipes? C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'exemple de Brest l'année dernière, qui était particulièrement intraitable à domicile, et voilà, les autres années également, quand tu y étais. Est-ce que le fait de jouer sans supporters change vraiment l'approche des rencontres pour les joueurs et même les entraîneurs? C'est un peu plus compliqué, je vais pas te le cacher parce que même nous, moi je fais ce sport-là pour vivre ça, pour vivre des émotions, pour faire vivre des émotions, pour partager des moments, qu'on peut pas partager dans la vie entre guillemets de tous les jours. Et le fait que vous soyez pas là, que les supporters soient pas là, ben forcément les stades sont un peu morts, mais ça fait partie du job. On essaie de malgré tout de faire voilà de faire nos matchs et certainement que c'est toujours un petit peu plus compliqué pour l'équipe qui reçoit parce que quand il n'y a pas de spectateurs, quand il n'y a pas la famille, la motivation est différente, mais on a la chance de continuer à travailler et faut pas l'oublier dans le contexte actuel et ben, on essaie de faire au mieux. Et si on revient à des considérations purement sportives, j'ai pas mal regardé la JOCR en début de saison, et j'ai vu qu'il t'est arrivé en défense centrale. C'est quoi? C'est pour dépanner ou c'est une future reconversion que tu prépares? Euh, vous le savez peut-être pas, mais toute ma formation niortaise de 14 ans jusqu'à 21 ans, j'ai joué quasiment exclusivement dans l'axe. Et c'est à partir de 20-21 ans quand on m'a proposé de passer professionnel et quand on m'a proposé un contrat, on m'a dit on veut bien te proposer un contrat pro, mais à condition que tu te décales en latéral gauche. Donc ce que j'ai essayé de faire au mieux, j'ai appris sur le tas. Et effectivement, en début de saison, il y a eu pas mal de blessés à ce poste et on avait un joueur Gauthier Lloris qui n'était pas encore arrivé au club, donc j'ai dépanné dans l'axe, mais c'est un poste que j'aime aussi énormément et c'est possible que avec le poids des années, je cours un peu moins et je fasse parler un petit peu plus l'expérience dans l'axe, mais pour l'instant, j'ai encore des jambes, donc je profite de mon côté gauche. Et justement, si tu as des jambes, et ça m'amène à une question qu'un auditeur que tu connais peut-être de nom, Mèche Tuyau, qu'on embrasse, nous a posée. Euh, c'est un secret pour personne, tu as une grande relation d'amitié avec Johan Gatien, qui est aujourd'hui du côté de Clermont. Et lui, sa question, elle est totalement dans la fiction, c'est imaginons qu'il y a un match de barrage entre l'AJ Auxerre et Clermont Foot en fin de saison. 90e minute de jeu, Johan Gatien part seul au but. Est-ce que tu l'arraches sans pitié ou t'as un peu de remords? Il n'y a pas de remords. C'est la loi du foot. Même si même si c'est mon meilleur pote, même si c'est le grand frère que j'ai jamais eu et tout le monde et tout le monde connaît la relation qu'on a lui et moi. Après la loi du terrain, c'est la jungle, hein. Si pour faire gagner mon équipe et pour me faire gagner moi par la même occasion, je dois sacrifier mon copain, ça sera fait. Donc on va passer à ton aventure brestoise, 2 saisons et demie, puisque tu es donc arrivé en décembre 2016, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, si je répète tes mots, mon cher Yann. Donc tu rejoins le leader de Ligue 2 qui impressionne contre toute attente, hein, puisque voilà, les conditions étaient particulières à l'arrivée de Jean-Marc Furlan. En arrivant à Brest, est-ce que tu t'attends à retrouver la Ligue 1 6 mois après,
6 mois après l'avoir retrouvé, on va dire, avec Dijon. Et est-ce qu'après les premières semaines à Brest, est-ce que tu as toujours ce sentiment de oui, on va retrouver la Ligue 1 jusqu'à finalement ces 5 dernières journées ou 5 ou 6 dernières journées? Euh, bon, si vous posez la question au coach, il aurait peut-être aimé monter la première année, mais moi, dans son discours, il s'attendait pas, en tout cas lui, dans son discours, pour me faire venir au mois de. Ben, en fait, on discutait depuis le mois d'août et ça s'est pas fait au mois d'août et il m'a appelé à peu près, on se tenait au courant tous les mois pour savoir comment ça se passait lui dans le club et moi comment ça se passait à Dijon en Ligue 1. Et ça s'est vraiment concrétisé mi-décembre et quand il m'a dit voilà je te veux dans mon équipe, il m'a dit on est premier. Je sais pas comment ça se fait, mais on est premier. On avait 5 joueurs au début de la saison. Il dit là on gagne tous nos matchs. On a un attaquant qui marque but sur but. Mais dans son discours, il n'était pas prêt et son groupe n'était pas prêt pour monter cette année-là en Ligue 1. Donc il m'a dit, je souhaiterais que tu nous rejoignes de suite pour préparer la deuxième saison. Ma méthode est complètement différente de tout ce que tu as connu dans les clubs où tu es passé. Tu vas certainement mettre quelques semaines, voire quelques mois euh, à te mettre dans le bain. Ça risque d'être compliqué au début, mais moi je veux que tu sois prêt pour le début de la deuxième saison. Et lui avait déjà en fait réfléchi à tout ça, alors que moi j'avais envie d'être compétitif dès le début, et ce qui n'a pas été le cas parce que je venais de faire 6 mois en Ligue 1 à Dijon où je jouais entre guillemets un match par mois, et les débuts même si le premier match a été un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce qu'on avait gagné il me semble à Orléans. Les débuts ont été très compliqués physiquement parce que j'arrivais jamais à récupérer, j'arrivais tout le temps fatigué à l'entraînement. Il y avait une charge de travail telle que j'ai dû perdre 4 kilos le premier mois où je suis arrivé, et ça a été très compliqué parce que j'arrivais pas à enchaîner les bonnes performances, mais le coach était pas inquiet, il connaissait mes qualités et durant ces 6 premiers mois-là, je pense qu'il a eu plus confiance en moi que moi j'avais confiance en moi. Et il m'a dit c'est normal, tu galères, t'es pas un surhomme, mais je veux que à partir de juillet de l'année prochaine, ben, on marche sur la gueule de tout le monde. Donc prépare-toi bien, fais du mieux que tu peux et l'année prochaine, là, on aura une vraie carte à jouer parce que ça sera ma deuxième année au club et je vais pouvoir aussi peaufiner mon groupe et mon équipe. Donc, entre guillemets, ça a été 6 mois pour préparer la seconde saison et ça a été, comme j'ai déjà dit, 6 mois personnellement sur le plan sportif. Ça a été les 6 mois les plus compliqués de mon aventure brestoise. Et bon, on est là pour passer un moment, hein, mais faut quand même en parler justement de ces 6 mois. Tu gardes un souvenir comment de Moussa Mazou? Mais contre toute attente, je garde plutôt un bon souvenir parce que, entre guillemets, c'est ce match-là qui m'a fait prendre conscience que j'étais un peu à la ramasse. Et c'est suite à ce match-là où j'ai changé certaines méthodes de travail. J'ai énormément parlé avec le prépa physique, donc j'ai abordé les matchs complètement différemment. Et et il y a plusieurs matchs charnières, on en reparlera certainement, mais il y a plusieurs matchs charnières dans mon aventure brestoise, et celui-ci fait partie de mes déconvenus qui m'ont permis d'avancer, et sur le moment ça a été très compliqué parce que c'est certainement le pire match de ma carrière, mais c'est grâce à ce match-là que la suite est belle, j'en suis convaincu. Alors tu sais peut-être, mais il y a un troisième homme dans ce podcast généralement qui est Fanche. Tu dois peut-être connaître de nom, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est après ce match que tu lui as donné son maillot. Donc il nous a dit de te remercier.
peu importe les conditions, peu importe mes matchs, j'essaie, et après ça c'est aussi un trait de ma personnalité. Je sais que les supporters font beaucoup pour les clubs. Je sais que les supporters brestois, euh, certes, peut-être plus qu'ailleurs, font énormément pour leur club. Et qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, ces mecs-là, toute la semaine, ils ont des boulots, ils s'arrachent le cul, ils nous font des banderoles, ils mettent le feu dans le stade et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mauvais moment pour donner mon maillot. Bah, je suis très content que ça soit lui qui l'ait récupéré ce soir-là parce que les supporters à Brest sont absolument pas étrangers à la réussite du club aujourd'hui. Et justement, cette saison-là, c'est un peu le renouveau de l'osmose qu'il y avait entre le public et son équipe. Alors, sans faire injure à tes anciens clubs, je pense que Niort et Dijon ne sont pas au niveau de Brest en termes de ferveur, on va dire, en termes de ville passionnée par son club de football. Est-ce que ça aussi, ça fait partie voilà, tu utilises parfois le hashtag football plaisir. Est-ce que ça, justement, ça fait partie de ce football plaisir de vivre et de jouer dans un club avec une vraie fidélité autour de ce club et des supporters qui vont à l'extérieur, qui chantent, on en parlera tout à l'heure, mais le 5-2 contre Valenciennes. Voilà, est-ce que ça, voilà, ça fait partie de cette expérience qu'il faut vivre en tant que footballeur? Complètement, complètement. C'est pas tabou, mais on a échangé tous les deux là par texto et quand je te disais que nos cœurs étaient restés en Bretagne, c'est aussi en grande partie grâce à eux, grâce à vous, parce que on a lié quelque chose entre eux et nous, certainement que je connaîtrai plus dans ma carrière et ça aussi c'est un petit truc dont je parle pas très souvent. Avant tous mes matchs, je revois et je réécoute des ambiances du stade. Je revois ce match contre Valenciennes notamment qui restera à jamais dans ma tête parce que je pense que dans, dans tous les clubs, c'est ce qui s'est passé ce soir-là, ça se serait jamais passé et ce soir-là, bizarrement contre Valenciennes, c'est une des meilleures ambiances, sans compter les 6 derniers mois de la troisième saison, mais c'est une des meilleures ambiances que j'ai connues dans un stade alors qu'on a pris une valise à la maison. Justement, Valenciennes, pour resituer, c'est un match de la troisième saison. On va y revenir tout à l'heure. On va quand même faire les choses dans l'ordre. Donc, on entame la deuxième saison. Comme tu disais, c'était une saison préparée bien en amont. Et il y a quand même eu pas mal d'incertitudes au début de saison, notamment sportives. Mais paradoxalement, on a eu l'impression que c'est vraiment à ce moment-là que le groupe a commencé à prendre qu'il y a une vraie âme qui s'est forgée. C'est ton ressenti? C'est mon ressenti, oui, parce que déjà, euh, parce que déjà sur le plan personnel, j'ai fait une vraie préparation avec avec le Stade Brestois. On a fait une vraie préparation tous ensemble. C'était un souhait du coach d'avoir d'avoir entre guillemets son groupe assez tôt et euh, et le fait d'avoir fait un stage de cohésion comme on l'a fait, le fait d'avoir fait une préparation comme on l'a faite, ça a de suite créé des liens entre nous et si cette deuxième saison on n'est pas loin de monter, ça part de là. Justement, tu évoques le stage de cohésion. Le restaurant à Dinard, il était comment? Oh, euh, On a des infos. ah ouais, merde. Euh, ok, donc, bah, je connais votre source encore. Je ne savais pas qu'il avait parlé de ça. Euh, bah, ça a été une de ces soirées du top 5 alors qu'on était en stage. Alors qu'on était en stage et c'est une semaine dans l'année qui est très importante parce que c'est celle qui nous permet de bien lancer la saison et
Et là, on l'a très bien lancé parce qu'on avait la permission de minuit et qu'on est rentré à 6 heures. Certains plus vêtus que d'autres. Et certains avec des bouteilles dans les poches. Enfin, c'est maintenant il y a prescription. Euh, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais, De toute façon, mais c'est vrai personne n'écoute ce podcast, hein, donc mais c'est comment? personne n'écoute ce podcast de toute façon. Mais c'est vrai que ça a été un grand moment. Je vais parler un peu de lui, mais Brendan à ce moment-là de la saison est dans la chambre avec le dieu du Stade Brestois, avec Bruno Grougy. Et c'est vrai que quand Brendan rentre dans la chambre de Bruno, nous on était pas loin. Quand on est rentré à 6 heures du matin, Bruno dormait déjà depuis à peu près 21 heures la veille. Et ça a été compliqué, ouais. Ça a été compliqué. Le lendemain, on avait une activité canoë-kayak. Brendan n'a pas vraiment pagayé. Et non, ça a été compliqué, mais c'est des moments où aujourd'hui, si nos horizons ont changé, si moi je suis parti, je pense aussi à Anto Weber qui est parti, à Edouard Butin, mais si aujourd'hui on a des nouvelles de chacun quotidiennement, c'est aussi parce qu'on a créé plus qu'un groupe, c'était vraiment une famille, même quand il n'y avait pas foot, on se réunissait tous et ça part de là. Cette saison aussi que tu marques ton seul but sous le maillot brestois, c'était à Quevilly, sous la pluie du stade Robert Diochon. Ouais, Un joli contrôle du gauche et une finition extérieure du gauche, là où il fallait peut-être enchaîner pied droit. Voilà, tu confirmes un peu les dires que le pied droit ne sert peut-être qu'à sortir du bus pour les gauchers. Mais c'est vrai que c'est ton seul but avec une célébration assez mythique après. Je sais pas si tu t'en souviens ouais, ouais, de ce but. si, bien sûr, bah déjà parce que j'en ai marqué 15, donc c'est pas compliqué de se souvenir de mes buts. Et en fait, à travers tous les moments qu'on a passés, il y a eu des anecdotes. Et, euh, et en fait, quand je marque ce but, juste avant le match, je crois que 2 semaines avant, on se rend à Clermont. Et Charbot marque le deuxième but. Et Édouard Butin, encore lui, fait une célébration complètement incroyable. Il lève les bras alors qu'il est assis par terre. Enfin bon, pendant 15 jours, on s'est un peu chambré là-dessus. Et contre Quevilly, c'est le dernier match avant la trêve. Et avant le match, je dis à Édouard Butin, donc qui était remplaçant, je lui dis, champion, si je marque, ça arrive jamais, mais si je marque, et je le dis à toute l'équipe, je dis les gars, si on marque, on célèbre pas tous ensemble, on reste chacun à notre place sur le terrain et on lève tous les bras vers Edouard et vers le banc de touche. Et chose improbable, c'est Guet Bello qui me fait une longue passe et effectivement contrôle du gauche et frappe du gauche parce que comme je répète souvent, je préfère louper un extérieur du gauche que marquer du pied droit. Donc, À ta décharge, le terrain n'était vraiment pas, surtout dans la surface, dans les 6 mètres, ouais. n'était vraiment pas Non, le terrain était pas avantageux. terrible, mais bon, c'était certainement une des raisons pour laquelle j'ai marqué, c'était que tout ce match était improbable. Je crois qu'en plus, on a une victoire assez fleuve, 4 ou 5-1 ou quelque chose comme ça. 4-1, ouais, tout Ouais, à fait. voilà. Donc cette soirée était mémorable et je suis très content d'avoir marqué pour le Stade Brestois et pour les copains ce soir-là. Et bon, on va directement passer, on est malheureusement un peu pressé par le temps, on va passer au plus gros, c'est quand même cette troisième saison. Déjà, c'est... On peut, même si c'est 7h15, c'est 7h15, les gars, c'est pas grave, hein. Bon, bah alors, C'est toi qui nous arrêtes s'il faut, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, ok, ouais, non, mais continuez comme si, mais quand je vous dis que c'est tendu et que faut que je me casse, je vous le dirai, promis. ok. Parfait. Du coup, pour rappel, cette deuxième saison, Brest finit, je crois que c'est sixième, et va se retrouver à jouer un barrage assez improbable contre Le Havre, où globalement Le Havre, enfin, on était au match, on était absolument dégoûté du comportement de l'équipe havraise. En sortant de ce match-là, vous dites quoi, que l'an prochain, ça sera la bonne, ou vous êtes juste tout simplement dégoûté? On est, euh, on est déjà, déjà, ce que moi, sur le plan personnel, j'ai mal vécu, c'est que quand on se qualifiait pour les barrages,
Euh, on se fait réprimander par le président, donc Monsieur Le Saint, parce que je crois qu'on va faire match nul la dernière journée à Châteauroux et on se fait réprimander suite à ce match parce qu'on termine sixième et pas cinquième et et parce qu'on joue pas ce fameux barrage à domicile. Et, et sur ce coup, et sur ce moment-là, en fait, je pense que c'est pas le bon moment pour venir nous le dire parce qu'on a fait un match très moyen à Châteauroux et qu'on est déçu. On est déçu forcément de pas le jouer ce match à domicile, mais 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 je vais pas dire que la défaite elle se joue déjà là, mais c'est vrai que quand il rentre et qu'il est pas content. Je pense qu'il y a les 15 autres clubs qui auraient voulu être sixième et qui auraient voulu jouer ce barrage. Après, le barrage, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, un barrage, c'est sur un match. Je vais pas vous dire, le Havre, il y a pas l'ambiance de Le Blé. Donc, ce match-là, on aurait très bien pu le gagner chez eux. Mais ce soir-là, le truc auquel je pense, c'est que ce match-là, je pense qu'on le perd à Châteauroux à la fin du match quand on vient se faire engueuler parce qu'on termine sixième et pas cinquième. Et ça, c'est certainement quelque chose dont personne n'a jamais parlé. Mais c'est quelque chose qui, moi, sur mon aventure brestoise, ce soir-là m'a fait chier. Ouais. Ce soir-là m'a fait chier parce que on s'est cassé le cul pendant 38 journées pour essayer de faire mieux que la saison précédente, ce qui s'avère être le cas parce que la saison précédente, on n'a pas participé au barrage et ni à la montée. Et en soi, c'était une progression sportive. Et après Châteauroux, ouais, c'était pas le moment de venir nous dire ça. Et, euh, et malheureusement, après, le match au Havre se passe comme il se passe, dans un climat compliqué. Le coach a failli en venir aux mains avec Yuga. Je pense qu'on fait plutôt un bon match et malheureusement on le perd. Mais, euh, mais pour nous, c'était une progression sportive et dans la logique, entre guillemets, de notre vie entre le staff et l'équipe et les joueurs. euh, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. On trouve que c'est une belle saison et que si on fait une aussi belle saison l'année d'après, on aura engrangé cette défaite et cette défaite l'année d'après, je pense qu'elle nous sert à pas reproduire les mêmes erreurs. Du coup, c'était le dernier match de la deuxième saison, donc on part sur la troisième saison. Troisième saison qui démarre encore assez fort, notamment au niveau de la préparation. Si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que surgit un peu le délire Team Pirate. Tu saurais nous l'expliquer? La Team Pirate, alors la Team Pirate, ouais, elle arrive ici, mais la Team Pirate, moi depuis que je suis arrivé à Brest, pour moi, le TISEF c'était un pirate, pour moi, on était tous des pirates, et sur mon expérience et sur ma vie personnelle, moi j'avais une référence aux pirates, c'est que je suis né pas très loin de La Rochelle et les rugbyman du Stade Rochelet, l'emblème, c'est il y a un pirate, il y a des bateaux, c'est toute cette vie autour de la mer qui a fait que ça crée aussi une identité et la Team Pirate, elle part de là et elle s'arrêtera en Ligue 1, quoi. Enfin, elle continuera jusqu'à la Ligue 1. Elle continue même sur ton mollet, non? Non, non, le tatouage, c'est Julien Fossurier qui l'a sur un mollet, Anthony Sbika, donc qui travaillait à la vidéo au Stade Brestois à l'époque. Il y a Mathias Autrette qui l'a sur un bras et moi je l'ai sur l'autre bras. Bah, la Team Donc Pirate, elle c'est à perdure vie parce que, toujours. comme je vous l'ai dit déjà précédemment, ce que j'ai vécu là-bas, c'est une expérience et ce qu'on a vécu parce que je parle de moi, mais je parle aussi de ma femme. Mon fils est également né à Brest, donc c'est une expérience et des souvenirs qui resteront à jamais gravés. Oui. Donc le début de saison de cette troisième exercice pour toi au Stade Brestois, il est excellent, hein. Il y a voilà, notamment la série de 12 matchs sans défaite. Est-ce qu'il y a un match fondateur dans cette série, un moment où voilà vous comprenez que vous pourrez aller à la guerre presque avec cette équipe? Euh,
où je sais qu'on perd le premier match à la maison contre Metz alors que on espérait que tous les voyants soient au vert, qu'on avait fait un très bon dernier match de préparation et on perd ce dernier match et ce premier match à la maison. On perdra également le dernier là-bas. Mais sur ces 12 premiers matchs, si je devais en retenir un, non, j'ai pas de. Là, comme ça, j'ai pas d'idée, non, j'ai pas de match particulier. Je pense pas que le Brest-Lorient soit dans les 12 premiers. Donc non, j'ai pas de match référence. Moi, ce qui m'a, ce qui a fait que on a vu que l'équipe était plus qu'une équipe, c'était que dès qu'il y en a un qui était en galère, peu importe le match, tout le monde venait l'aider tous les jours au quotidien, parce qu'il n'y a pas que la vie des matchs, il y a la vie aussi, la semaine à l'entraînement. Et quand il y en a un qui était blessé, toute l'équipe voilà, était derrière lui, prenait des nouvelles, et c'est là-dessus où on a été fort. Euh, on était certainement pas les 11 meilleurs joueurs de Ligue 2 à l'époque, mais on était, je pense, et de loin, on était le meilleur 11 parce que on avait des difficultés dans tous les domaines, mais l'ambiance qu'il y avait entre nous et la solidarité faisait que bah, cette année-là, on savait que c'était cette année-là. Et il y a des choses, des fois, comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais moi, j'étais persuadé que cette année-là, on allait au bout. Tu évoquais justement à l'instant le match contre Lorient. À notre micro, Robert Malm l'avait carrément qualifié de meilleur match de l'histoire de la Ligue 2 sur les antennes de beIN Sport. De ton côté, est-ce que c'est peut-être le meilleur match de football auquel tu es participé? Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'était un match assez particulier pour moi. Et là, je vais essayer de garder mon calme et pas de pleurer. Mais c'était un match particulier parce que 4 jours avant ce match, il me semble, je crois qu'on joue un samedi à 15h. Et, oui, je sais plus exactement les jours, mais c'est la semaine avant le match, en fait, je perds mon grand-père. Et, euh, et en fait, c'est un match où j'ai absolument pas envie de jouer. La semaine est très compliquée. Et je perds, donc c'était le père de mon père, et j'étais archi proche de lui. Et ça a été une semaine où je suis allé à reculons à l'entraînement. Le coach était au courant que j'avais perdu mon grand-père, mais je l'ai dit à personne. Et ça a été très très compliqué parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de jouer au foot, en fait. On a envie d'être avec sa famille, on a envie d'être peinard. Et, euh, et il y a ma grand-mère qui m'appelle et qui me dit, ben, samedi, je serai là. Samedi, je serai au match. Et, euh, et voilà, tu fais abstraction de tout ça. Ton grand-père, il est fier de toi. Et samedi, ce match, vous allez le gagner avec les copains. Parce que, bon, entre guillemets, ma grand-mère, c'était un peu la mascotte. Pardon. C'était un peu la mascotte. Tout le monde connaissait Mamie Nicole. Et en fait, quand elle me dit qu'elle vient au match, je me dis, bon, je peux pas lâcher. Et ce match-là, faut que je le joue. Et, euh, et quand il se passe ce qui se passe, bon, je vais pas vous mentir, le match, bon, on retient le score, mais moi, sur le plan personnel, ça n'a pas été un très bon match pour moi. Mais malgré tout, ça a été encore un de ces matchs fondateurs. Et Charbot fait un match incroyable. Guedbello qui marque le troisième but sur une action de classe mondiale de Charbot. Et puis c'était un tout, en fait. Au début du match, je vois ma mamie dans les tribunes, je vois l'ambiance qu'il y a au stade. Il a fait beau pendant 90 minutes à Brest. Bah, c'est une chose qui arrive pas souvent. Et, et c'est vrai que je m'excuse pour cette voix, mais c'est vrai que ça a été un match très particulier personnellement. Et puis comme je l'ai déjà répété, ça a été un de ces matchs fondateurs parce qu'il y a eu une intensité, et puis il y avait tout pour que ça soit réussi. Et cette année-là, on n'a pas loupé beaucoup de matchs. Et moi, sur le plan personnel, ça a été voilà, un soulagement. Le soir, tous les copains m'ont dit, bon, voilà, vous savez très bien que j'aime bien faire la fête, mais c'est à ce moment-là où, en fait, bah, j'ai craqué, quoi.
Je leur ai dit, voilà, les gars, je serai pas avec vous ce soir, je suis désolé, mais voilà, j'ai perdu mon grand-père et il y a ma mamie à la maison et je peux pas venir avec vous, c'est trop compliqué. Mais ça a été effectivement un de ces matchs, ouais, un de ces matchs fondateurs et un de ces matchs qui sera gravé aussi. Et je remercie Charbot parce que ce soir-là, il a été incroyable, même durant toute la saison, mais ce soir-là en particulier parce il m'a fait beaucoup de bien au cœur, ouais. C'est vrai qu'on retient le geste de Charbot. Voilà. On retient aussi ta magnifique touche Ouais, dans ouais, la ouais, tête de Julien ouais. Ponceau. Il n'a toujours pas réalisé un bon match depuis d'ailleurs, parce que je sais pas s'il y a un lien entre les deux. Bah, c'est un geste, Et bon, c'est vrai c'est que comme ça, c'est dans l'ambiance. C'est voilà, c'est un geste de geste de derby, on va derby. dire. Lui, il avait pas à être si près. Euh, C'était un arbitre étranger, je crois, un arbitre suisse, et, et pour avoir échangé après avec un arbitre qui arbitre, qui est assistant aujourd'hui en Ligue 2 et, et qui m'avait dit, ben voilà, cette semaine, voilà sur quoi on a bossé. Et en fait, au niveau de la Fédé, ils avaient bossé sur ma touche là parce que j'aurais dû prendre carton rouge. Et il me dit, bon, ce soir-là, t'as eu du cul, quoi. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, on en rigole, mais sur le moment, ouais, le pauvre, il m'avait, je crois que c'est lui qui marque le premier but. Donc c'était un peu tendu à ce moment-là du match. C'est vrai. Et des fois, vous savez pas pourquoi, il y a les fils qui se touchent et il a pris le ballon dans la gueule. Et bon, espérons qu'il rebondisse dans sa carrière parce que malgré tout, c'est pas un mauvais joueur. Justement, on passe d'un match fondateur à un autre. Au final, on en a déjà parlé. C'est effectivement le match défaite 5-2 face à Valenciennes. On ressent quoi quand on est joueur, quand on voit qu'on perd 5-2 et qu'on est acclamé par tout le public? C'est Mais l'évolution du score, je crois qu'il y a 4-0 et qu'on revient à 4-1 ou il y a 3-0 à la mi-temps, je sais plus exactement, mais je sais ouais, il doit y avoir 3-0 il me semble et le truc qui est fou, c'est que dans la saison, je pense que c'est notre meilleure première mi-temps de la saison sauf que bah à la 40e, il y a 0-3 quoi. Mais dans le jeu, on a fait une superbe On a fait une superbe mi-temps et tu te demandes comment tu fais pour être mené 0-3. Et ce qui est fou, c'est que toi, tu te dis ça et derrière toi, tu as tout le stade qui est persuadé que tu vas le gagner ce match en fait. Tu te dis, tout le stade croit qu'on est capable de faire ça et absolument pas. Au final, on doit revenir à 3-2 ou 4-2 et puis après, il remarque un dernier but à la fin. Mais c'était une ambiance, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une ambiance incroyable, incroyable. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce soir-là qu'on s'est rendu compte entre guillemets, quoi qu'il arrive, si on se donne à 2000%, et ben eux, ils seront tout le temps derrière nous, tout le temps derrière nous. Et c'est aussi, tout à l'heure, j'ai dit que ils avaient une part de responsabilité dans la réussite du Stade Brestois. Je le pense et je l'affirme. Je pense que les supporters ont une grande part de responsabilité dans la réussite du club actuel. Il y a une image qui fait partie du folklore brestois maintenant qui est arrivée ce soir-là avec le supporter qui descend des tribunes pour lever le drapeau. Est-ce que, voilà, si on parle folklore, est-ce que tu es plutôt justement ce supporter qui descend pour lever le drapeau ou bien l'épisode Jourdain où tu danses avec le supporter? Est-ce que moi je suis plutôt l'un ou l'autre, c'est ça? Ah là, il n'y a pas de préféré, les deux sont mes idoles. Les deux sont mes idoles, sauf que bon, je sais pas s'il y a des enfants qui nous écoutent, mais c'est pas bien de faire ça. Mais en tout cas, sur le moment, moi, quand je vois le supporter passer la grille et prendre le drapeau, je me dis, ma première réaction, c'est ce gars, c'est un fou. Ce gars, c'est un fou. Il verra plus jamais un match dans un stade. Parce que la réaction, mais bon, la réaction, elle est humaine. Je pense qu'il y a un ou deux buts qui sont très litigieux. Après, là, et c'est comme moi pour la touche. Les fils se sont touchés et puis il a fait ce geste incroyable. Mais non, je pense que après le plus fou des deux, je pense que c'est Pietra. Quand si je l'arrête pas, je pense qu'il va lui casser la gueule à Jourdain. Et là, vraiment, je pense qu'il a eu de gros soucis. Donc heureusement que je l'ai arrêté. Pourtant, il était beaucoup plus costaud que moi.
Du coup, on va passer un peu dans des choses un peu plus sérieuses. Derrière ce match contre Valenciennes, il y a quand même énormément de victoires brestoises. Petit à petit, on voit quand même la montée arriver. Mais vous, c'est à quel moment que vous dites ça y est, on y est? Euh, c'est le soir de Niort. C'est le soir de Niort où moi je craque complètement sur le terrain. Après, on craque tous. Mais, euh, mais moi, depuis le début de saison, euh, chaque fin de saison, j'invite toute ma famille à voir le dernier match de la saison. Et, euh, et cette saison-là, je sais pas pourquoi, à Noël, quand je rentre auprès des miens et que je les vois, je leur dis, le week-end je sais plus exactement, 15-16 mai, vous prenez 4 jours, tout le monde prend 4 jours, et vous venez tous, parce que vous allez passer une soirée comme rarement vous avez passé dans votre vie, ça va être incroyable. Je dis, je sais pas ce qui se passe avec cette équipe, mais prenez tous 4 jours et vous montez à Brest parce que les Bretons ils sont différents, parce que ça va être la folie. Et, euh, et j'aurais eu l'air d'un con si ça s'était pas passé, mais au mois de mai, ce soir-là, contre Niort, c'était à l'image de l'équipe. On fait une contre-performance une semaine avant à Béziers où je pense qu'on a joué le match. On a joué le match avant qu'il ait lieu et le samedi et le vendredi d'après quand Niort arrive à Brest, je pense que le match de Béziers avant que Niort ça commence, on sait déjà que c'est gagné parce que on a fait une erreur une fois, et la force de ce groupe c'est qu'on n'a jamais fait deux fois la même erreur, et contre Niort ils prennent 3-0 et puis on est en Ligue 1 quoi. Et après Niort, c'est quand même ce déplacement mythique à Metz. Si tu devais le résumer en un mot, ça serait quoi? Bah, tu l'as bien résumé, mythique, parce que déjà, avant de parler du déplacement de Metz, on va parler de la semaine. La semaine avant Brest, la semaine avant Brest, la semaine avant Metz, pardon, la semaine avant Metz, bah vous voyez, j'étais encore un peu bourré, mais la semaine avant Metz, elle est folle. Je suis même pas sûr qu'on s'entraîne une fois. Est-ce que tu t'en souviens déjà? Ouais, je m'en souviens parce que ouais, je m'en souviens parce que ma femme travaillait et je devais garder mon fils et aller chercher mon fils chez la nounou, et il y a un jour où je l'oublie. Et, mais la semaine, ouais, elle est incroyable. Il y a un jour où j'arrive en retard chez la nounou. Enfin, moi, elle dit oui, je sais pourquoi t'es en retard. Et, voilà. Et donc, non, toute la semaine a été magique. Le seul regret que je peux avoir, c'est le soir de Niort où on aurait voulu fêter plus ça avec les supporters. On aurait voulu aller en ville. Et, euh, bah, je vais dire, obligation professionnelle oblige, et remerciement des sponsors oblige. Il y a plein de trucs qui nous ont été interdits, mais je pense que si on avait eu toutes les autorisations, on en aurait perdu quelques-uns, ouais. Et la question un peu à 1000 balles que plusieurs supporters nous ont demandé, le match contre Metz, tu rentres à la 70e minute de jeu. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que tu étais en état de le jouer ce match? Ah, j'étais pas bourré, mais j'étais pas à zéro, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais Sur l'échelle d'Edouard Butin, tu étais comment? sur l'échelle de, Edouard Butin. ah, j'étais à 7 sur 10, allez, 7 sur 10. Ah oui, parce que Edouard Butin, notamment lors de la petite fête à la mairie, Ouais. qui était particulièrement. Ah bah Edouard, là, il était à 15 sur 10. Mais non, non, le match à Metz, en plus, comme le groupe, je vous dis, c'était pas un groupe d'enculés. La semaine avant, on veut que tout le monde joue, en fait. La semaine avant, on va voir le coach et on dit au coach, coach,
Et là, il n'y a pas de. On voulait tirer les maillots, il me semble. Je crois que c'est Anto Weber qui pose la question au coach. Coach, est-ce qu'on peut tirer les maillots, savoir qui ben voilà, tu tires le 10, t'es 10, on joue où on veut, coach. Et, il nous dit non, les gars, on est un peu sérieux quand même. Mais il dit, par contre, je vous écoute. Je vais emmener tout le monde et je vais faire jouer le plus de mecs possible. Et donc, bah, quand je sais que je joue pas, avec Brendan, on part en ville. Et on est rejoint par d'autres copains, mais je vais parler que de Brendan, mais parce qu'en ville ce jour-là, ben, on croise des sups de tous des deux clubs d'ailleurs, que ce soit de Brest et de Metz. Et bon, on boit des coups, voilà, hein. On boit des coups, on mange des glaces. Et vraiment, la dernière chose qui nous préoccupe, c'est le match. Parce que moi j'ai emmené un sac plein de maquillage, de bombes, de déco de pirates, parce que Gaëtan Bello, le capitaine, bah lui c'est pas un sac plein, mais c'est deux sacs pleins. On a des bières à peu près partout. Avec Brendan, on trouve un bar, une romerie, et donc on s'arrête, on prend des bouteilles pour le bus. Enfin, c'était une soirée, ouais, une soirée mémorable. Le seul qui était tendu ce jour-là, c'était Gaëtan Charbonnier parce qu'il avait peur de pas être Pichichi de la saison et de pas avoir son trophée. Donc c'était le seul qui nous disait avant le match, oh, les mecs, on défend. Et je crois qu'en plus c'est Abid qui va marquer le premier but, enfin bah, le seul Ouais, du match. ouais. Et, et moi, quand je rentre, bah, je sais plus, c'est vous qui m'avez dit tout à l'heure, je crois que je suis rentré 10 minutes ou un quart d'heure. Quand je rentre, Charbot, il me dit, tu prends un bib et il marque plus un but, c'est terminé, on arrête de faire les cons. Bon, c'était le seul ce soir-là qui était tendu comme une arbalète parce qu'il avait peur de pas être le champion. Mais bon, c'était déjà notre champion, nous, on s'en foutait un peu, on voulait juste profiter parce que des soirs comme ça et des journées comme ça, on n'en vivra pas beaucoup. Et bah, justement, l'autre grand homme de cette montée, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, ça va être Jean-Marc Furlan. Il s'est beaucoup illustré un peu par des punchlines, plusieurs suspensions. Puis surtout, comme le disent les supporters brestois, Jean-Marc Furlan est brestois. Mais au final, ça me dit pas trop ce que c'est. C'est quoi jouer sous Jean-Marc Furlan, jouer sous le logiciel Furlan? Déjà, avant d'être un coach, c'est une personne très attachante. Euh, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui parle énormément, qui est très près de ses joueurs. Entre guillemets, quand je discute avec mon père, je lui dis, bon, j'ai eu trois papas. Il y a mon père, il y a Pascal Gatien à Niort, et il y a coach Furlan parce que il est venu me chercher à un moment de ma carrière où c'était compliqué et il a su trouver les mots justes, mais il a su trouver les mots justes pour tout le monde en fait. Il a su trouver les mots justes pour toute son équipe, pour tout le club. Il a su unir. Euh, c'est quelqu'un entre deux personnes qui se détestent qui pourrait les faire devenir meilleurs amis rien qu'en discutant avec eux parce qu'il a une poigne et il a un franc parler qui fait qu'on l'écoute et puis quand on doit aller à la guerre, on va à la guerre pour lui et, euh, et c'est comme ça. Après, si on parle plus tactiquement, c'est quelqu'un qui a horreur de gagner en jouant mal. Après, il va dire que non, mais c'est sa méthode. Pour lui, pour tout à l'heure, on parlait de football plaisir. Lui, c'est exactement ça. Lui, c'est un gagnant dans l'âme, mais pas n'importe comment. Et, et je pense qu'il mourra avec cette conviction. C'est quelqu'un qui a énormément de conviction. Et aussi, c'est quelqu'un qui croit énormément en lui et en son équipe. Et quand il est persuadé et quand il a confiance en son équipe, il donnera tout ce qu'il peut pour que son équipe réussisse. Et du coup, je suppose que la réponse découle de soi. Le 18 mai 2019, Jean-Marc Furlan annonce son départ à Auxerre. Moins d'un mois, c'est toi qui as annoncé à Auxerre. Tu y es allé en partie, voire même essentiellement, parce que Jean-Marc Furlan y est allé. Euh, le coach l'annonce le 18 mai parce que, euh, parce que je crois que la GIA se maintient le 18 mai.
mais, euh, mais, euh, mais on le sait déjà depuis longtemps qu'il va là-bas. On, on le sait déjà depuis plusieurs mois que si tous les feux sont ouverts, le coach partira à la GIA parce que c'est pas un secret de polichinelle. À Brest, tout n'était pas réuni pour qu'il reste, même si, euh, même si je pense que les années qu'il a vécues à Brest, c'est certainement, peut-être, faudrait lui demander personnellement, mais je pense qu'elles sont dans ses meilleures années en tant que coach et il a jamais fait autant l'unanimité auprès d'un club et auprès de supporters que ce qu'il a connu là-bas entre guillemets, je pense pour que le départ ça soit moins dur, il s'y était déjà préparé depuis plusieurs mois donc quand lui me dit que qu'il va au Cerf, forcément que j'avais déjà parlé de ça avec d'autres confrères, mais quand il me dit ça, il me dit voilà, je vais au Cerf, j'aimerais que tu viennes, que tu fasses partie de l'aventure auxerroise. Donc bon, ben, et j'avais d'autres propositions, mais quand le coach Furlan te veut, et je pense que tous les joueurs qui ont joué avec lui, avec qui ça s'est bien passé, quand le coach te veut, tu fais ce qu'il te demande et tu vas avec lui. Donc ça a été naturellement que je suis parti à la GIA. Mhm. Et avec le recul, est-ce que tu te dis que voilà la fin de cycle s'est terminée au bon moment et que tu préférais faire 2 années et demie top à Brest ou potentiellement continuer en Ligue 1 et que ça se termine un peu moins bien à Brest? Ça s'est terminé en apothéose, mais j'aurais aimé croquer aussi un peu la pomme avec les copains parce que c'est un taf qu'on a fait tous ensemble. Mm, Mais en sachant que le coach était pas là, il y a moins ce sentiment de regret parce que soit on le fait tous ensemble, soit on le fait pas. Et quand lui dit qu'il part, quand lui dit qu'il part, le fait que Brest ne me propose pas de prolongation de contrat, j'ai moins de regrets. Et puis après, comme je vous l'ai dit, ça s'enchaîne assez rapidement. Lui veut à tout prix que je vienne à la GIA, donc je signe à la GIA sans hésiter, mais j'aurais aimé, dans un monde idéal, j'aurais aimé que Jean-Marc Fulan reste à Brest en Ligue 1 juste pour voir ce que ça aurait pu donner. Au lieu de ça, justement, il est remplacé par Olivier Dalloglio, que tu as eu également à Dijon. C'est un bon souvenir aussi, Olivier Dalloglio? C'est un bon souvenir et à la fois un mauvais. Euh, parce que parce que en Ligue 2 avec Dijon ça s'est plutôt bien passé pendant une grande partie de la saison et en fin de saison ça a été un peu plus compliqué alors je vais prendre mon joker je vais prendre mon joker là-dessus parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de faire d'histoire et puis certainement que sans ces complications à Dijon, j'aurais pas connu les joies que j'ai connues à Brest. Donc voilà, on en restera là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de faire bien jouer ses équipes, mais c'est quelqu'un qui a moins de conviction et moins de poigne que peut avoir le coach Furlan. Tu n'avais pas utilisé ton joker, donc c'est validé. C'est Merci validé. beaucoup. Alors au final, pour peut-être un peu conclure rapidement, puisque voilà, tu vas devoir nous quitter, et c'est bien normal. On a vraiment l'impression que Quentin Bernard et sa mentalité s'est finalement bien trouvé avec voilà la ville de Brest, ses habitants, ses supporters également, avec cette mentalité à la fois sérieuse, col bleu, mais aussi capable de ne pas se prendre au sérieux et bon vivant. Est-ce que le résumé est plutôt bon? Le résumé est est complètement bon. C'est comme je l'ai déjà dit, c'est une région et une ville plus particulièrement qui nous correspond à nous parce qu'il n'y a pas que
il y a pas que moi dans la vie de Quentin Bernard, il y a aussi ma femme et elle, elle était épanouie en Bretagne, à Brest. C'est un endroit qui nous ressemble et qui ressemble à nos racines parce on est de La Rochelle, l'île d'Oléron, l'île de Ré. On est né là-bas et le côté océanique, bon vivant qu'il y a en Bretagne nous a rappelé nos origines et si on a été aussi épanoui, si notre fils s'appelle Malo, est né à Brest, c'est parce qu'on a voulu aussi garder un bout de vous avec nous et c'est quelque chose ben, qui voilà on sera lié à vie avec la Bretagne et avec Brest et on est très fiers de ça parce que si j'avais pas connu les Bretons durant ma carrière j'aurais eu un gros manque. Ah, c'est beau. Je pense qu'on peut pas mieux conclure que là-dessus. Non, c'est gentil les gars, mais je vous l'ai dit, c'est complètement réciproque et et si un jour on a la chance de revenir en Bretagne, ce sera avec grand plaisir qu'on partagera des moments, pas forcément sur le terrain, hein. Moi, les moments en dehors du terrain, au penalty, ça me va très bien. Déjà invité Michel Padovani à venir boire un coup. Si jamais tu veux te joindre à tout ce petit monde, bah n'hésite pas. N'hésite pas. Tu es le bienvenu. Quand on pourra, évidemment. Oui, oui, Malheureusement, oui, ouais. Ben, pas de suite peut-être alors. non, pas de suite. Bah, Quentin, merci. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure même maintenant avec nous. On va te souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite, hein, évidemment, que ce soit dans ta vie professionnelle et même après, familiale également. Voilà, on espère que tout le monde se porte bien de ton côté et bah, peut-être à une prochaine, que ce soit par vocal ou bien en personne. Ça sera Merci beaucoup. avec grand plaisir. Merci les gars, passez une bonne soirée et continuez de supporter et d'être derrière le Stade Brestois parce que c'est un grand club. Allons sur le quai Guénon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.